Atlantique avec Faisal Tadlaoui. 1 litre d'essence à 20 dirhams à la pompe. Non, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas encore le cas. Mais est-ce qu'un jour, cette extrémité sera atteinte au Maroc? En tout cas, on est en droit de se poser la question après l'annonce de la décompensation de certains produits pétroliers. Comment fonctionne cette star des médias qui est devenue la caisse de compensation? Quel impact sur votre pouvoir d'achat? Quel impact sur nos entreprises, sur notre économie? Beaucoup de questions et aujourd'hui des réponses avec le ministre chargé du budget. Il est 10h10, vous êtes sur Atlantique. On parle aujourd'hui de la caisse de compensation. Voici vos experts. Les experts Atlantiques avec Faisal Tadlaoui. Bonjour, ravi de vous retrouver aujourd'hui jusqu'à midi dans les experts. Et vous le savez, les experts, le vendredi, c'est spécial droit du citoyen. Et dans les droits du citoyen, il y a le droit d'être informé, de comprendre comment fonctionnent nos institutions, comment fonctionnent tous ces mécanismes qui influent sur votre vie de tous les jours, sur notre économie et notamment sur le prix des carburants, le prix du gaz butane. Et on va parler de la caisse de compensation, une caisse de compensation dont on parle depuis très longtemps, une réforme annoncée depuis très longtemps, très difficilement communiquée, acceptée, et on en parle aujourd'hui avec un expert de taille puisque c'est monsieur Driss El Azami Idrissi, ministre chargé du budget, délégué auprès du ministère de l'économie et des finances, qui est avec nous en duplex depuis le studio de Rabat. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, c'est Faisal. Comment allez-vous? Alhamdulillah. Tout va bien, vous m'entendez bien? Je vous entends très bien. Bon, en tout cas, merci d'avoir répondu à cette invitation, monsieur le ministre, et d'être avec nous jusqu'à midi. Vous répondrez aux questions des auditeurs qui pourront nous appeler au 05 22 95 36 80 ou poser leurs questions sur la page Facebook des experts, comme d'habitude. Et avec nous sur le plateau à Casablanca, j'ai le plaisir d'accueillir monsieur Hamid Zahar, qui est conseiller au sein de la Fédération des transports, au sein de la CGEM. Zahar, bonjour. Bonjour, c'est Tadlaoui. Comment ça va? Merci beaucoup. Ça fait longtemps que je vous avais pas vu, vous étiez déjà venu, hein? Oui. Voilà, bon, on va parler, alors les transports, c'est important que vous soyez là parce que c'est un des chaînons sur lequel l'impact de la décompensation va jouer et c'est important d'en parler. Alors, monsieur le ministre, si vous le voulez bien, c'est une tradition dans les experts quand on reçoit un ministre. On a déjà reçu monsieur Daoudi, monsieur Sbihi, et je leur pose la même question pour dire aux gens, mais qui êtes-vous? Qu'avez-vous fait? Quel est votre cursus? Qu'on sache qui vous êtes, monsieur le ministre. Alors, je suis Driss El Azami Idrissi. J'ai fait des études scientifiques à la faculté de Fès, puis à l'université de Poitiers en France, docteur en chimie, et puis après j'ai fait une formation à l'École nationale d'administration à Rabat, au cycle supérieur pendant 2 années, et je suis lauréat donc de l'ENA. Après, j'ai accédé au ministère de l'économie et des finances au grade de directeur adjoint du Trésor et des finances extérieures, chargé des relations et de la mobilisation des financements extérieurs pour le Maroc. Et entre-temps, j'ai fait le cycle supérieur de l'université de Paris 1 au niveau de la gestion et du développement des projets publics dans des économies en développement. Et puis, donc, depuis le 3 janvier 2012, j'ai été nommé par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, au poste de ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget. Donc voilà, en quelques mots, mon CV. Bon, voilà, c'est important, hein, parce que les gens nous demandent aussi, puis c'est important de savoir les gens qui sont au gouvernement et qui nous gouvernent, de savoir d'où ils sont issus. Vous êtes le ministre le plus diplômé du gouvernement, non? Il y en a beaucoup, c'est un gouvernement, il y a des compétences. Vous savez que notre pays, parmi les premières ressources de notre pays, c'est la qualité des ressources humaines au gouvernement et dans tout le pays, au niveau de l'administration, au niveau du secteur privé. C'est ce qui fait la richesse de notre pays, c'est ce qui fait ces projets de développement, c'est ce qui fait ces chantiers qui sont ouverts et c'est ce qui fait cette exception marocaine. C'est la qualité des ressources humaines. Et c'est réjouissant de voir ces qualités partout, d'ailleurs aux médias, au niveau de la politique, au niveau du secteur privé et tout au long du royaume. C'est une fierté au niveau national et au niveau international, la qualité de nos ressources humaines. Et d'ailleurs, vous avez un à vos côtés que je connais très bien parce que je n'étais pas au courant que vous allez avoir avec vous, c'est Hamid Zahar, que je connais très bien. C'est un ancien, je crois, c'est un ancien directeur du ministère des Transports. C'est bien Hamid Zahar, directeur des Transports. C'est bien, monsieur. C'est bien, c'est bien lui. Vous vous trompez exactement. pas. Vous vous trompez pas. Alors bonjour et permettez-moi de
vous présenter mes sincères salutations et bien sûr beaucoup de courage pour le dossier Merci beaucoup. Merci. Voilà. Alors aujourd'hui, Merci beaucoup. on décrypte pour nos auditeurs, comme d'habitude, Monsieur Zial, Monsieur le Ministre, de ce gros dossier qui est la caisse de compensation, et on s'adresse aux auditeurs, aux citoyens qui essayent de comprendre ce qui se passe derrière tout ça et quel impact ça va avoir. Mais avant de continuer, Monsieur le Ministre, je vous propose d'écouter la petite tradition des experts, c'est le zapping des experts. Ça s'est passé hier dans les experts. Bonjour, merci pour l'invitation, c'est Monsef. Oui, aujourd'hui, on peut estimer... Non, moi c'est Faisal. Hein, pardon, excusez-moi. Bon. Alors je m'appelle Monsef aujourd'hui. Il faut peut-être revenir à la définition de ce qu'est le recouvrement, qui consiste en fait à mener une série d'actions menées par un recouvreur, par un créancier, un fournisseur de biens ou de services, en vue d'obtenir le paiement des sommes dues par un débiteur quelconque. Donc un client d'une banque, d'une compagnie d'assurance, d'une entreprise industrielle ou commerciale. Combien vous traitez de dossiers, vous, par exemple, dans votre entreprise, vous traitez combien de dossiers à l'année? On peut traiter jusqu'à 250 000 dossiers par an. 250 000 dossiers par an? Vous avez un peu de tout, hein, donc il ne faut pas avoir peur. Bah si, mais même derrière la vitre, ils ont peur. Non. Donc il y a les établissements financiers, donc sociétés de crédit, les gens qui prennent des crédits auprès des banques, auprès des établissements de financement. Ouais. Quels sont vos autres clients? On peut parler d'une mutation, parce qu'au départ, autant le secteur financier avait un impact important sur la naissance et la croissance de cette activité. Aujourd'hui, on voit qu'il y a d'autres secteurs qui sont demandeurs, dans l'industrie, dans le commerce, dans les services. Eh oui, hier, je recevais Monsieur Krim, c'était le patron d'une société de recouvrement, et les 250 000 dossiers dont il parle, c'est 250 000 dossiers de recouvrement. Je vous ferai réagir par rapport à ça, Monsieur le Ministre. Après, vous êtes quand même ministre du budget, vous pouvez avoir une idée là-dessus, mais ce n'est pas le sujet du jour. En tout cas, aujourd'hui, la caisse de compensation, vous nous appelez 05 22 95 36 70 ou 80 ou la page Facebook des experts. J'ai déjà des questions, mais on va déjà essayer, Monsieur le Ministre, je vais vous demander de nous expliquer, on va essayer de vulgariser, d'expliquer comment fonctionne la caisse de compensation. Même si on en parle beaucoup, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas encore comment ça fonctionne exactement. Pas en s'étalant trop, quel produit est concerné par la caisse de compensation, à qui ça s'adresse et comment ça fonctionne? Alors, la caisse de compensation, c'est simple, c'est un soutien public, par de l'argent public, donc par les impôts, au prix à la consommation. C'est-à-dire les prix qui sont affichés à la pompe ne sont pas les prix réels, ne sont pas les prix par lesquels achètent les importateurs et bien les gens qui vendent ces matières-là. Alors ça, c'est les produits pétroliers, on parle de l'essence et du gasoil. Alors, pour les produits compensés jusqu'à maintenant, il s'agit bien sûr des produits pétroliers, l'essence, le gasoil, le fioul industriel. Il y a aussi un fioul spécial qui est adressé à l'ONE pour la production d'électricité, mais il y a également 3 autres produits qui sont le butane, le sucre et la farine. Donc la caisse de compensation s'adresse à ces produits-là. Et donc la caisse de compensation prend en charge la différence entre le prix à la pompe qui est inférieur au prix du marché. Donc cette différence-là entre le prix à la pompe et le prix du marché, elle est prise en charge par la caisse de compensation. Et donc c'est toute la question qui se pose aujourd'hui sur la réforme de la caisse de compensation, parce que cette prise en charge de cette différence-là, encore une fois, entre le prix affiché à la pompe et le prix à l'international et le prix du marché, fait en sorte que ces dernières années, nous avons connu une augmentation très importante de la charge de la compensation. Je rappelle, pour nos éditeurs, qu'en 2011, on a dépassé le seuil de 50 milliards de dirhams l'année. En 2012, nous avons payé au titre de la charge de la compensation 57 milliards de dirhams l'année. Et si on n'avait pas commencé à faire des réformes à partir de 2012, on allait aller en crescendo par rapport à ces chiffres-là. Et donc, alhamdoulilah, lorsqu'on a commencé à faire la réforme de la compensation, et on va en parler tout à l'heure, d'abord, on a fait une augmentation de prix en juin 2012. Avec des indexations déjà. À l'essence. Puis, le 19 août 2013, on a commencé à appliquer l'indexation partielle. Et maintenant, à partir du 1er février, on va commencer à décompenser 2 produits et à continuer à faire de l'indexation partielle par rapport au gasoil. Donc, au cours de l'émission,
on expliquera cette question de la décompensation. Alors Mais justement, l'idée- on va peut-être un peu revenir en arrière pour expliquer ce que c'est que la caisse de compensation, parce qu'elle a été créée en 1941. Les premières réflexions par rapport à la réforme de compensation ne datent pas d'hier, hein. Elles datent quasiment même des années 70, après le choc pétrolier, après les guerres du pétrole, on a vu la hausse des prix pétroliers. Il y a eu beaucoup de discussions, mais jamais de décisions prises par rapport à cette caisse de compensation. Vous avez parlé du montant alloué par cette caisse de compensation à 55 milliards de dirhams, 50 milliards de dirhams. Mais en 2008, on avait des prévisions à peine 20 milliards de dirhams et ça a quasiment explosé. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une réalité? Est-ce que il fallait avoir un courage pour faire adopter ces réformes? Pourquoi maintenant? Pourquoi pas avant? Est-ce que là, on était arrivé à la taille critique, véritablement critique? Et pourquoi ça n'a pas été fait avant? Vous avez utilisé le mot juste, c'est-à-dire la taille critique. Il y a un niveau qui peut être supporté par la charge publique, qui peut être supporté par l'action publique. Et vous avez dit la question de la compensation. On a l'impression qu'on a changé de paradigme. La compensation au départ, et d'ailleurs ce mot-là ne s'explique pas par le fait qu'on soutient des produits publics, mais s'expliquait au départ par le fait que le surplus dégagé par des produits publics servait à compenser les problèmes qui sont posés par quelques autres produits publics. Et donc la caisse de la compensation était en équilibre. C'est-à-dire il y avait des produits qui dégageaient des recettes et des produits qui exigeaient un soutien. Et donc on se retrouvait avec un équilibre. Il y avait une compensation entre les produits à l'intérieur de la caisse de la compensation. Mais depuis la flambée des prix des matières premières, que ce soit au niveau des produits pétroliers ou autres, on s'est trouvé avec une caisse de compensation structurellement déficitaire et à des niveaux insupportables pour l'action publique. Je dis bien insupportable, parce que 2008, on croyait que c'était une année exceptionnelle. Il y avait, c'est vrai, une flambée, on a atteint 148 $ le baril et on croyait que c'était une année exceptionnelle. Mais à partir de 2011, on s'est inscrit dans une action structurelle avec des prix de pétrole qui sont hautement et qui sont des prix à des niveaux exceptionnels, et on allait se retrouver avec une nouvelle masse budgétaire à des niveaux de 50 milliards de dirhams, voire plus. C'est insupportable pour le budget public, lequel budget a des recettes aujourd'hui autour de 210 milliards de dirhams. À l'intérieur des 210 milliards de dirhams, on a une charge de personnel de presque 104 milliards de dirhams, des frais de fonctionnement de l'État qui sont autour de 50 milliards de dirhams, des charges et des dépenses d'investissement. Et donc, on allait se retrouver chaque année avec plus 50 milliards de dirhams de dettes pour faire de la compensation et pour faire une partie de l'investissement. C'est énorme pour le budget de l'État et donc c'est insupportable. Il fallait faire vite, il fallait agir rapidement. C'est pour cela, dès juin 2012, on a senti que cette action-là ne peut pas être pérenne pour le budget de l'État. Et donc, on a commencé par une augmentation des prix, parce qu'il faut dire une réalité. Au-delà de cette difficulté de financer la caisse de compensation, il y a aussi une réalité au Maroc que les prix à la pompe, j'allais dire, sont les plus bas au monde. Ces prix, on ne les retrouvera pas ni en Mauritanie, ni au Sénégal, ni dans d'autres pays africains. Et je donne à dessein ces pays-là parce que ce sont des pays qui sont à des niveaux de développement moindres que le Maroc. Donc les prix à la pompe sont les prix les plus bas, ils sont loin du prix du marché et donc ils sont même économiquement non efficaces. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cet arbitrage par le prix, le citoyen ne fait pas cet arbitrage par le prix et on l'a vu, on voit qu'il y a de la déperdition au niveau de la consommation de l'énergie, on voit qu'il ne cherche pas, que le citoyen et que l'action publique ne cherche pas l'efficacité énergétique, ne cherche pas à développer l'efficacité énergétique parce que nous sommes à des prix qui ne nous poussent pas davantage à l'air. Donc, à travers ces charges-là de la compensation qui sont devenues très difficilement supportables, il faut une action publique, il faut une action citoyenne, que tous les citoyens soient sensibilisés sur le fait que cette action-là n'est pas pérenne pour l'action publique, n'est pas pérenne pour le budget de l'État, n'est pas pérenne pour l'économie nationale et n'est pas pérenne pour le développement durable qui d'ailleurs a été acté au niveau de la Constitution 2011
comme étant un destin qui est recherché par l'action publique de cette économie durable et de ce développement durable. D'accord. Alors, juste par rapport à ces prix de carburant, et là, c'est ça, je vais vous faire intervenir, parce que l'année dernière, suite à la première augmentation des prix des carburants, on avait fait une émission à ce sujet-là, et justement, pour essayer à cette époque d'anticiper, de comprendre l'impact que ça allait avoir sur l'industrie du transport et sur les prix. Est-ce qu'aujourd'hui, depuis ce temps-là, est-ce qu'il y a eu l'impact, parce que les professionnels avaient commencé à lever les boucliers à cette époque-là, est-ce qu'il y a eu un véritable impact, une flambée des prix comme ce qui était annoncé, comment vous l'avez ressenti? Tout d'abord, Monsieur Tedlaoui, je voudrais vous remercier premièrement pour avoir organisé ce traité de ce thème très important. La décompensation, la caisse de compensation, comme vous l'avez dit, c'était un équilibre depuis des années, depuis 1940, donc c'est pratiquement 70 années. Donc maintenant, nous assistons à une rupture d'un équilibre. Et on doit tendre vers un autre équilibre. Cet autre équilibre ne peut pas, disons, s'opérer tout seul. Si nous sommes d'accord pour la finalité, disons, pour les objectifs finaux, c'est d'avoir une vérité des prix, il faudrait également préparer, cette vérité des prix. Pour le secteur du transport, vous connaissez, c'est un secteur critique, c'est un secteur qui consomme 42% de la consommation énergétique des produits finaux, de la consommation finale. Ça, faut bien le répéter, César, parce que c'est vrai que on parle citoyen, mais l'utilisation domestique du gasoil et de l'essence, c'est pas le principal. C'est le transport, il y a l'agriculture, il y a l'électricité, il y a un ensemble de secteurs qui utilisent ça. Le transport, c'est quoi, 42%? C'est pratiquement 42%, et 88% de ces consommations vont pour le transport routier. Vous voyez, c'est très important pour le secteur du transport routier, c'est aussi pour le secteur du transport, tous les autres modes de transport, mais disons, il y a une pression beaucoup plus importante sur le secteur du transport routier. Monsieur le ministre connaît le secteur, il a travaillé un certain temps, nous avons même collaboré sur des sujets sur le plan d'ajustement structurel des transports, qui avait un don de la Banque européenne et tout ça, enfin pas de la Banque européenne, de l'Union européenne. Et donc ce secteur, il doit être mis à niveau. Nous avons actuellement un problème de répercussion des tarifs. Oui, alors justement, c'est ça qui nous intéresse, c'est de savoir de quelle manière cette première hausse a été répercutée sur le coût du transport. Et donc, coût du transport, ça veut dire un certain nombre de dirhams par produit transporté, par la distance, sur la poche des consommateurs. Est-ce qu'il y a eu cette flambée des prix? Pas flambée, mais en tout cas, est-ce que ça a contribué à une certaine inflation? Vous savez, déjà en juin 2012, il y a eu l'augmentation d'un dirham. Toute la profession a été reçue par monsieur le gouvernement, monsieur le chef de gouvernement, qui les a assurés qu'il y aura des actions qui vont être prises en considération. Et donc, une étude, il y en a qui ont été prises? Rien du tout. L'augmentation également de l'année dernière, vers septembre de 0,69 dirhams du gasoil également. Il y avait même une réunion au niveau du ministère des Affaires générales du gouvernement, M. Boulif, qui est actuellement le ministre délégué chargé du transport. Et donc, à l'occasion de cette réunion de 18 septembre, nous avons arrêté un PV où il y a eu un certain nombre de propositions, mais pas seulement de propositions, disons, décisions et des recommandations qui ont été arrêtées et qui devraient normalement voir le jour dans le cadre de la loi de finances. Non, mais concrètement. Concrètement, les propositions, enfin, ce qui a été décidé, c'est convenu avec les parties concernées, le ministère de l'Équipement, le ministère des Affaires générales, le ministère des Finances, était partie prenante également de cette réunion, c'était la TVA sur le gasoil. Oui. De 10 à 20%, augmenter la TVA, parce qu'il y a la récupération pour le transport public. Il y a l'institution... Parce qu'aujourd'hui, il faut rappeler qu'on ne récupère pas la TVA sur le gasoil. Non, on récupère la TVA pour le transport... Juste pour les transporteurs. Pour le transporteur. Il y a l'institution du gasoil professionnel. C'est quelque chose qui est instauré au niveau de l'Union européenne. Actuellement, nous sommes en discussion avec... Enfin, l'État est en discussion avec l'Union européenne pour un accord de libre-échange approfondi, où la libéralisation des services est quelque chose qui est devenu, disons,
cruciale et essentielle. La libéralisation des services et la mise à niveau. Actuellement, je peux m'étaler totalement sur cette question de rapprochement réglementaire des législations dans le domaine de on transport. s'étalera là-dessus parce que il est 10h29. Mais il est 10h29 et c'est le Flash Info, César. Je suis obligé, vous savez. Monsieur le ministre, vous restez avec nous. Bien sûr, vous êtes en duplex de Rabat, je le rappelle. On parle de la caisse de compensation. Vous pouvez nous appeler au 05 22 95 36 70 ou 80 ou la page Facebook des experts. On se retrouve juste après le Flash Info de 10h30 dans les experts. À tout de suite. Les experts Atlantiques avec Faisal Tadlaoui. De retour sur le plateau des experts jeudi, vendredi jusqu'à midi, spécial droit du citoyen. On passe dans les coulisses de la caisse de compensation et surtout de la décompensation. On vous explique tout ça. Vous pouvez nous appeler au 05 22 95 36 70 ou 80 ou sur la page Facebook des experts avec nous en duplex du studio de Rabat. Monsieur Driss Azami Idrissi, ministre chargé du budget, délégué auprès du ministère de l'économie et des finances. Et avec moi à Casablanca, bien au chaud sur le plateau, Hamid Zahar, conseiller au sein de la Fédération des transports, au sein de la CGEM. Monsieur le ministre, vous êtes avec nous ? Oui. Bien. Alors, on parlait de la décompensation. Je voudrais juste finir, César. Tout à l'heure, vous parliez donc de l'impact sur le secteur des transports. On a bien dit que 42%, le secteur des transports englobait à peu près 42% de la consommation de ces produits-là. Vous aviez vous aviez émis des propositions très concrètes, lesquelles, pour qu'on puisse passer ensuite à... Enfin, c'était des propositions qui sont intégrées dans le cadre d'un procès verbal signé entre la profession et le ministère, enfin le gouvernement. Alors, il y avait la TVA. Il y avait surtout l'intégration, dans le cadre de la loi de finances 2014, notamment l'instauration du gasoil professionnel, l'augmentation de la TVA de 10 à 20%, à l'instar de ce qui existe au niveau de l'Union européenne, avec lesquels nous avons bien sûr des relations très étroites. Il y a l'institution d'un indice permettant, disons, la répercussion légale et automatique de toute augmentation des prix de carburant sur les tarifs de transport. Ça aussi, c'est instauré au niveau européen. C'est-à-dire un tarif de transport flottant, lui aussi indexé sur le prix du carburant. Un tarif de transport. Voilà. Donc toute augmentation doit être répercutée parce que les chargeurs, vous savez, ils constituent une force. Des fois, c'est très difficile de pouvoir, et généralement, disons, répercuter les augmentations. Et généralement, c'est supporté par la communauté de transport, les entreprises, mais bien sûr, tout ça, il influe sur l'entretien, sur la sécurité, sur la rémunération du personnel, sur les charges sociales. Donc tout un secteur qui périt dans cette situation. D'accord. Alors, monsieur le ministre, moi, ma question, elle va être de deux manières. Dans le fonctionnement de la caisse de compensation, là, par exemple, César vient de parler du gasoil professionnel. Alors, ça m'amène à vous poser une question très simple. Il y a d'autres exemples à travers le monde où on a des différences sur les gasoils. En France, par exemple, il y a le fuel agricole, le gasoil agricole, où vous avez des pompes où le gasoil est de différentes couleurs, avec des contrôles. Si vous êtes un particulier et qu'on vous trouve avec du gasoil agricole ou professionnel, il y a de grosses amendes. Est-ce qu'aujourd'hui, ça ne serait pas des solutions d'essayer avant de penser à la décompensation? Est-ce qu'il y a des scénarios comme ça qui ont été pensés sur de véritables subtilités dans la compensation et la subvention pour que finalement ça profite bien au secteur visé à la base? Alors, bien sûr, là, on parle d'un secteur particulier. J'aimerais bien par la suite revenir à toute l'économie et à l'impact surtout le citoyen, parce que là, on parle d'un secteur particulier. Il y avait des discussions et les discussions doivent continuer avec les professionnels. On ne peut pas dire que rien n'a été fait au niveau de la loi de finances 2014 pour ce secteur-là, en termes d'application de tout ce qui a été convenu. Je prends juste deux exemples concrets, parce qu'il faut, bien sûr, essayer de voir l'impact de la répercussion des prix et de la décompensation sur ce secteur-là, mais il faut également travailler en amont de ce secteur. C'est ce qui a été fait sur la réforme du secteur par rapport au programme auquel a fait allusion César, mais également par rapport au travail sur l'amont, c'est-à-dire sur le parc. Et donc, au niveau de la loi de finances, deux grandes mesures ont été améliorées. C'est des mesures qui existaient avant, mais le montant donné aux professionnels n'était pas à la hauteur et même l'enveloppe globale n'était pas à la hauteur. Donc, on a amélioré le système
de primes à la casse et de primes au renouvellement dans l'idée d'améliorer l'efficacité de l'utilisation du carburant pour les professionnels du transport. Parce qu'il y a le prix, c'est vrai, mais il y a également l'efficacité de l'utilisation du carburant à travers le renouvellement du parc et à travers l'utilisation des nouvelles méthodes qui font de l'économie de l'énergie dans ce secteur-là et qui auront donc un impact sur le coût de la production. Par rapport au gasoil professionnel et par rapport aux expériences internationales, il faut continuer la discussion avec les professionnels et avec le secteur concerné pour trouver les meilleures solutions. Alors, je vous poserai la question, Monsieur le ministre, excusez-moi de vous interrompre. Je vous poserai la question. Après, on a un premier appel de Amine de Casa, on va le prendre. Et après, on ira sur aussi pourquoi la décompensation. Est-ce qu'il y a eu des scénarios avant d'étudier, j'imagine, en back-office, parce qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas. Il y a j'imagine, des réflexions, en tout cas, j'espère, des travaux sur aussi les contrôles des subventions qui sont accordées à travers la caisse de compensation. Mais d'abord, on prend Amine de Casa. Bonjour. Bonjour Amine. Bonjour Faisal, bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Bonjour César. Alors ma question est comme suite. Alors bon, d'abord je suis d'accord avec la décompensation vu qu'on a un problème budgétaire au niveau de l'État. Ceci dit, est-ce que j'ai remarqué comme quoi toutes les voitures de fonction roulent à l'essence, sachant que l'essence il coûte plus cher à la production, à la pompe et à tout ce qu'on veut. Alors pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas virer, par exemple, c'est juste une suggestion, est-ce qu'on ne pourrait pas virer vers le gasoil? Certes, le gasoil avant nécessitait beaucoup d'entretien au niveau des voitures, etc., mais aujourd'hui on remarque comme quoi le gasoil est très fiable. Et donc est-ce que par rapport aux voitures de l'État, on ne pourrait pas virer vers le gasoil et ça aiderait peut-être à la compensation? Très bien. Merci beaucoup, Amine, pour cette question. Elle est simple et claire. Voilà. Monsieur le ministre. Alors, bien sûr, merci pour la proposition. Je voudrais juste faire remarquer que de plus en plus, l'administration et les services publics s'appuient sur des engins à gasoil. Et je voudrais également faire remarquer par rapport à cette question qu'il y a eu des économies très importantes qui ont été faites sur la consommation d'énergie pour le parc automobile de l'État. Et donc, là, on est vraiment à des niveaux, je ne dirais pas qu'ils sont les plus optimaux parce que ce sont les services publics dont on a vraiment besoin qui utilisent le parc automobile. Parce que je voudrais juste faire remarquer qu'on a fait annoncer des chiffres faramineux sur le parc de l'État. Et il y a des chiffres qui sont circulés qui parlent de 10 milliards de dirhams. Ce n'est pas juste. Le parc de l'État, que ce soit c'est-à-dire les immobilisations, les voitures, plus les consommations, on ne dépasse pas 2 milliards de dirhams, sachant que dans les 2 milliards de dirhams, on est à 90% sur des services publics qui sont de sécurité et de défense. Et donc, qui ne peuvent pas... on est à des niveaux d'économie qui sont des niveaux les plus importants parce qu'on a travaillé sur ce dossier-là pour faire en sorte qu'on soit à des niveaux qui sont supportables par le budget et des niveaux d'économie très, très importantes. D'accord. César, vous voulez réagir par rapport à ça? Moi, je voudrais surtout, disons, avoir des informations claires, parce que, Monsieur le Ministre, d'après la presse, si j'ai bien compris que pratiquement il y a des augmentations déjà en avril qui sont prévues c'est ça, c'est que la subvention passerait de 2,15 à 1,70 dirhams de gasoil, pour le litre de gasoil, en avril 2014, et puis à 1,50 en juillet peut-être 2014 ou en octobre 2014. Donc en tous les cas, c'est une augmentation totale d'ici octobre 2014 de 1,35 dirhams par litre. Si on cumule avec les augmentations qui ont été opérées depuis 2012, c'est pratiquement 2,70 dirhams le litre de gasoil. Vous savez, Monsieur le Ministre, le gasoil représente 35% de la structure du prix de revient, du transport. C'est quelque chose des charges comme 1,2 milliard de dirhams pour l'activité transport. C'est énorme, Monsieur le Ministre. Et puis, si j'ai bien compris, ce système de compensation du gasoil, il est pratiquement entamé et il serait pratiquement achevé en octobre 2000. Alors que le secteur, les professions
l'ensemble des parties prenantes ne sont pas, disons, associées. C'est pour cela que j'ai dit... Vous êtes en train de nous dire, vous n'êtes pas prêt pour une décompensation totale du gasoil, Monsieur le ministre, en fait, est-ce qu'on va aller vers une décompensation totale du gasoil? Non. Et alors, par rapport au souci des professionnels. Pourquoi je dis total? Je m'excuse. Pourquoi je dis total? Parce que ça restera quelque chose comme disons, nous aurons le tarif de transport, le tarif du gasoil de 9,89, ça correspondrait pratiquement à un baril de $120. C'est pratiquement ça. Et puis, au-dessus de $120, je sais qu'il y a l'assurance qui prend il y a des assurances. Ça, on va justement aussi parler de ce mécanisme des assurances. C'est pour cela que je dis qu'elle est entamée et pratiquement achevée. Ou sera achevé vers octobre. Alors, très brièvement, Monsieur le ministre, par rapport à ça... Non. Alors, par rapport au gasoil, on doit être clair sur cette question-là. Par rapport au gasoil, on continue à compenser au cours de 2014 à hauteur de 8 milliards 500 millions de dirhams. Donc, l'État, il a une facture, un effort de 8 milliards de dirhams, 500 millions de dirhams pour le gasoil. Alors, pour le gasoil, il y aura une compensation qui va en diminuant au cours de l'année 2014, 45 centimes chaque trimestre, pour qu'au 16 octobre 2013, on ne compensera qu'à hauteur de 80 centimes le litre. Ça, c'est le premier niveau, mais il ne faut pas oublier qu'on continue à subventionner à hauteur de 8 milliards 500 000. C'est-à-dire sur les 8 milliards 500 000, les transporteurs, puisque vous avez dit tout à l'heure le chiffre exact et la proportion exacte, donc, et marche sur les 8 500 000. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, il ne faut pas raisonner qu'en augmentant. Parce qu'en raisonnant de cette manière-là, c'est-à-dire on ne parle qu'à un baril qui ne continue qu'augmenter. Il faut également envisager, la question de la diminution du baril. Et nous avons des perspectives prometteuses par rapport à ce qui se passe au niveau politique, au niveau géostratégique. D'ailleurs, les chiffres de ces derniers temps le montrent. C'est-à-dire qu'il y a soit une stabilité, soit un retour en arrière. Ça, c'est le deuxième niveau. Donc, on parle d'une indexation qui va à la hausse comme qui va à la baisse, avec un niveau soutenu déjà par l'État. Et le troisième niveau, nous avons programmé dans le cadre de la loi de finances 2 milliards de dirhams pour faire des mesures d'accompagnement, y compris l'assurance. Et l'assurance, c'est très important. Ça veut dire que l'État, en plus des 8 milliards 5, va plafonner l'impact sur le citoyen et l'impact, bien sûr, sur le transporteur concernant le gasoil. Et l'assurance concerne le gasoil exclusivement. Alors, Monsieur le ministre, je me permets de vous interrompre pour insister sur ce plan-là pour que les gens comprennent. Et ça, c'est vrai je pense qu'il y a un manque de communication sur ce mécanisme d'assurance parce que on va dire, tous les fantasmes ont été émis par rapport au fait, c'était déjà ma première question de départ. Est-ce que un litre d'essence à 20 dirhams serait possible au Maroc à la pompe? Est-ce que on va réexpliquer, nous on l'a expliqué dans l'émission spéciale assurance des experts, qu'il y a un pool de compagnies d'assurance qui assurent en fait à partir d'un certain montant du baril, du prix du baril de pétrole, la subvention à la pompe ou la compensation à la pompe. Comment fonctionne ce mécanisme d'assurance qui nous assure à nous Marocains de ne pas se retrouver avec un litre d'essence ou de gasoil à 20 dirhams? Alors, l'assurance pour le gasoil, elle est simple. C'est le fait de dire qu'à partir d'un certain seuil du baril, disons par exemple $110 ou $120, ça dépend de l'offre qui sera faite sur le marché par rapport à cette assurance-là, parce que nous sommes en train de monter, on est en train de montrer l'assurance qu'on a fait jusqu'à la fin de l'année, et on reprend tout au long de l'année 2014. Donc, à partir d'un certain seuil, l'impact ne sera pas ressenti par le citoyen. C'est-à-dire que le relais sera pris par l'assurance et c'est une charge pour le budget de l'État. Donc, l'État assure le citoyen de la flambée des prix du gasoil. C'est très important. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on garde un niveau d'enveloppe budgétaire qui concerne le gasoil pour la sensibilité du produit et pour le fait qu'il rentre dans le coût de production, notamment des transporteurs. On continue à supporter jusqu'à un certain niveau et on couvre la flambée par rapport à un certain niveau. Donc, on est dans des marges d'augmentation qui sont maîtrisées. Alors, c'est-à-dire que concrètement, Monsieur le ministre, maximum. On va dire que le prix maximum du gasoil à la pompe, ça serait quoi? Vraiment dans le scénario le plus pessimiste?
Alors, je n'ai, parce que l'assurance n'est pas encore fixée, mais disons qu'on est autour de, alors 8,5, ça peut être autour de 9, un peu plus, un peu moins. Parce que si on fait répercuter les 110, on est autour de 9. Donc là, les prix, bien sûr, il faut avoir le calcul exact pour ne pas dire un chiffre qui ne colle pas à la réalité, mais l'idée c'est celle-là. C'est de rester dans des niveaux supportables et que les prix, il n'y aura pas des augmentations erratiques par rapport au prix du gasoil avec cette assurance. On n'aura jamais un gasoil à 15 dirhams. Vous pouvez nous le dire, ça. Non, ça c'est non, jamais. Bon, non, mais c'est ça. Il y a des fantasmes aujourd'hui dans la société. Des gens qui posent ça. J'ai ces questions-là sur Facebook. Hein, et les gens se posent ça comme question. On a fait ça. Le choix a été fait du moment qu'on a programmé l'enveloppe de l'assurance dans le cadre de la charge de la compensation de l'année. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a appelé les mesures d'accompagnement. On a programmé 2 milliards de dirhams pour les mesures d'accompagnement. Très bien. On a Hicham de Casa au bout du fil. Bonjour. Bonjour, Monsieur le Ministre. Bonjour, les experts. Bonjour. Donc, ma question concerne l'argumentaire du chef du gouvernement qui a utilisé, les frais, les sommes de la caisse de compensation que le gouvernement dépense pour justifier l'augmentation de la TVA sur les véhicules et l'augmentation aussi des impôts sur les véhicules. Donc, sur plein de meetings et à la télévision, il a expliqué que, en fait, ces augmentations de la TVA et tout sur les véhicules étaient justifiées parce que les grosses cylindrées consomment beaucoup d'essence. Et vu que cette essence est subventionnée et que cette subvention ne leur est pas destinée, donc il parle des riches, donc il faut que le gouvernement récupère ces compensations via l'augmentation de la TVA. Or, maintenant, le gouvernement décompense. C'est-à-dire que cette essence-là, que les riches sont supposés, disons, bouffer, la compensation, ils ne vont plus la bouffer. Donc, est-ce que ça veut dire qu'automatiquement, il va y avoir une diminution de la TVA sur les grosses cylindrées et aussi les impôts qui ont été rajoutés? C'est-à-dire que le lien que le chef du gouvernement a fait concernant la compensation et l'augmentation des impôts, maintenant, il n'y a plus de compensation. Quel est le justificatif pour justifier l'augmentation de la TVA? Est-ce qu'elle va diminuer? D'accord. Vous avez une grosse cylindrée, vous? Je suis fonctionnaire. Je n'ai pas de grosse cylindrée, mais ça aussi c'est une bonne remarque. Je préfère voir de grosses cylindrées neuves circuler dans la rue de Casablanca que les vieux tacos déglingués qui polluent et qui causent des accidents. Donc ça aussi, ça pose un problème. À chaque fois il y a des augmentations, les gens ne vont pas changer de voiture. D'accord, voilà. Ok, merci. Bon, alors, Monsieur le Ministre, par rapport à cette question-là, alors ça pose deux questions. Ça pose une question... le financement de la caisse de compensation, là, cet auditeur nous parle de l'augmentation, de l'imposition sur certaines tranches à partir de 400 000 dirhams hors taxe des véhicules de plus de 400 000 dirhams hors taxe. Ça représente combien en recettes fiscales qui vont être injectées dans la caisse de compensation? Ça pose cette question-là. Et ça pose l'autre question. À qui était censé profiter cette compensation et de quelle manière c'est ventilé? C'est ça aussi, ça pose ça comme problème, Monsieur le Ministre. C'est une très bonne question parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas de la TVA, il n'y avait aucune augmentation de la TVA. Oui, c'est une taxe supplémentaire. J'ai bien compris la question. C'est une taxe supplémentaire. Alors, par rapport à la taxe supplémentaire qui a été introduite dans le cadre de la loi de finances 2014, il n'y avait aucun lien avec cette taxe et la caisse de compensation. C'est une taxe qui concerne les grosses cylindrées et qui, en termes de produit fiscal, on aura quelque chose comme 150 millions jusqu'à 200 millions de dirhams. Donc ça n'a rien à voir avec les sommes de la compensation. Mais a raison lorsqu'il parle du lien qui a été fait par rapport à l'augmentation des droits de première immatriculation. Lorsqu'on avait les droits de vignette, les droits de vignette qui ont été augmentés sur les grosses véhicules et on avait fait le lien entre cette augmentation-là et la caisse de compensation. Je fais juste remarquer que
Mais avec cette augmentation-là des droits de vignette et avec la compensation partielle du gasoil, on est toujours loin du compte. C'est-à-dire que les deux à la fois ne font pas le compte de la caisse de compensation et ne font pas la recette de la compensation. César, vous voulez dire quelque Oui, chose? monsieur le ministre, je voulais savoir, tout à l'heure, au début de notre émission, j'avais souligné qu'on peut être d'accord pour la finalité, mais pas pour la manière. Jusqu'à présent, j'ai dit que nous sommes consultés en tant qu'opérateurs du secteur du transport, notamment qui regroupe l'ensemble des modes de transport, juste après, disons, les décisions qui sont prises. Vous venez de nous confirmer qu'il y a un système de compensation qui est enclenché, qui va aller jusqu'à octobre et qui va permettre, disons, une augmentation de 2,70 à 3 dirhams depuis juin jusqu'à le litre du gasoil. C'est une charge de 1,2 milliard, c'est quelque chose de 20% sur le coût de transport. C'est énorme. Les transporteurs sont des entreprises individuelles, 88% sont des entreprises individuelles, 85% ont moins d'un véhicule. Vous voyez, la compétitivité logistique de manière générale, vous savez qu'il y a eu une stratégie, monsieur le ministre, de la compétitivité logistique, dont le coût au Maroc est de 20% du PIB, alors que par rapport dans les autres pays, disons, c'est de 12 à 13%. Donc, nous avons mis en place une stratégie pour diminuer ces coûts stratégiques, ces coûts de logistique de 20%. Les transports représentent 65% de ces coûts. Oui, c'est ça. Vous voyez alors, que c'est problématique. Où est-ce que vous voulez en venir? Est-ce qu'aujourd'hui... Où je veux en venir. Par rapport à votre intervention, je vais poser une question au ministre, justement. Monsieur le ministre, vous disiez que dans la région, on avait un carburant qui était parmi le moins cher. Hein, c'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Et là, vous nous dites la compétitivité logistique. Est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises du secteur du transport n'impactent pas sur leurs clients le coût du carburant? La question est là. Et est-ce que si elle impacte, est-ce que ça va vraiment impacter sur la compétitivité à l'international, sachant qu'on a un carburant qui est moins cher? Et ça nous permettra aussi d'aborder la question de ces transporteurs internationaux qui viennent au Maroc et qui font leur plein de gasoil au Maroc et qui, eux, profitent aussi de la subvention. 10h59 dans les experts. Avec nous aujourd'hui, on parle de la caisse de compensation avec Driss Azami Idrissi, ministre chargé du budget, délégué auprès du ministère de l'économie et des finances, Hamid Zar, conseiller au sein de la Fédération des transports au sein de la CGEM. Vous nous appelez au 05 22 95 36 70. Les experts atlantiques avec Faisal Tadlaoui. De retour sur le plateau des experts, deuxième heure, aujourd'hui jusqu'à midi dans les experts. On est vendredi, vous savez que le vendredi c'est spécial droit du citoyen et le droit qu'on souligne aujourd'hui c'est votre droit à l'information et votre droit de comprendre ce qui se passe au niveau de la caisse de compensation et quel impact ça aura sur votre pouvoir d'achat, sur votre vie de tous les jours, parce que c'est aussi ça qui nous intéresse. On va essayer de comprendre tout ça avec aujourd'hui monsieur Driss Azami Idrissi, ministre chargé du budget, délégué auprès du ministère de l'économie et des finances, et monsieur Hamid Zar, conseiller au sein de la Fédération des transports au sein de la CGEM. Vous pouvez nous appeler au 05 22 95 36 70 ou 80 ou réagir sur la page Facebook des experts. Beaucoup de réactions sur la page Facebook. J'attendrai un petit peu à les lire parce que j'ai beaucoup de témoignages plus que des questions. Je vous les lirai, monsieur le ministre. Mais pour rebondir par rapport à une question sur quoi on s'est quitté avant le flash info de 11h, c'est sûr à qui profite la caisse de compensation. Et avant que vous répondiez à cette question, monsieur le ministre, l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, a émis des recommandations à l'international pour baisser les subventions à l'international. Il faut savoir qu'en 2010, 409 milliards de dollars ont été versés à l'international pour subventionner, là on parle des produits pétroliers, et surtout le chiffre qui est intéressant, c'est que seulement 8% de ces subventions sont ainsi revenues aux 20% de la population mondiale la plus pauvre. C'est-à-dire que d'un point de vue global, international, on voit déjà le problème que ça pose. Est-ce que ce parallélisme peut être fait par rapport à la caisse de compensation marocaine, où finalement on a toujours dit que toutes ces subventions qui étaient données à travers la caisse de compensation ne profitaient finalement pas à ceux à qui c'était destiné? Exactement, c'est une caisse qui est diffuse, c'est-à-dire dont l'impact est diffus et elle est non ciblée. Et donc aujourd'hui, le constat il est partagé par tout le monde. Je me rappelle des chiffres du Conseil de la concurrence qui parlent que
9% c'est-à-dire les 20% les plus riches bénéficient de 43% de la caisse, et les 20%, voilà, le quintile le plus bas, c'est-à-dire les 20%, le quintile le plus bas, bénéficient de 9% de la caisse de compensation. Donc, le constat, il est là, et c'est tout à fait normal parce que ces produits-là qui sont compensés, ça dépend du niveau de la consommation, et donc ça dépend du niveau de revenus. Et donc, partout au monde, là où les expériences de la réforme ont déjà commencé, ils ont même été entamés à des niveaux très importants, au Brésil, en Indonésie, en Malaisie, au Chili et dans d'autres pays qui connaissaient ce problème-là, on était sur le même constat. Et donc, l'idée, c'est d'aller pour des produits comme on l'a déjà commencé à le faire, l'essence et le fioul industriel, vers la décompensation, et donc vers la vérité des prix, et donc pouvoir par la suite disposer pour les autorités publiques, disposer de l'économie nécessaire et des marges budgétaires nécessaires, et pouvoir faire des politiques sociales ciblées, la protection sociale pour la population, aller vers les populations les plus défavorisées et continuer à soutenir les services publics et les investissements dans des secteurs sociaux. Donc c'est toute la philosophie de la réforme de la caisse de la compensation. Ce n'est pas facile parce que, comme on l'avait discuté tout au long de la première heure, il y a des secteurs qui sont les plus concernés que d'autres. Mais je rappelle que par rapport à ces secteurs-là, il faudrait bien sûr un dialogue, mais des politiques d'accompagnement, mais il faudrait également un travail en amont par rapport à ces secteurs-là, parce qu'il n'y a pas que la compensation, il y a également, encore une fois, et j'insiste dès la première heure, sur la question de l'efficacité énergétique et sur la question de l'efficacité au niveau du processus de production. Alors, juste par rapport à cette décompensation, on a l'impression aussi, Cisa, je vous pose aussi la question, et je lance aussi la question aux auditeurs, est-ce que c'est pas finalement couper la tête quand on a une migraine? Est-ce que finalement des contrôles à l'intérieur de la caisse de compensation sur les secteurs subventionnés, je pense notamment au secteur agricole qui sont subventionnés, normalement une compensation, une subvention, ça doit être bien rattrapé quelque part suite à une chaîne de valorisation. Imaginons, le secteur agricole consomme du fuel, consomme de l'énergie, qui va leur permettre d'améliorer leur rendement, mais après, valoriser cette production pour ensuite la vendre, va ramener des recettes à l'État. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où la chaîne est cassée entre le moment où on subventionne pour avoir des matières premières, je parle du secteur agricole par exemple, et que par la suite, toute la chaîne de valorisation n'est pas là pour permettre justement à l'État de récupérer le fruit de cette subvention? Monsieur le ministre. Oui, alors le travail sur la chaîne de la subvention et sur la rationalisation de la chaîne de la subvention, c'est un travail qui doit continuer. C'est-à-dire, je vais vous parler franchement, la meilleure manière d'allouer les ressources, que ce soit financières ou les ressources de subvention, c'est d'aller vers la vérité des prix. C'est le meilleur moyen. Maintenant, on ne peut pas le faire à tout prix. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire sur tous les produits parce que nous avons des produits qui sont de première nécessité et des produits qui touchent les couches les plus défavorisées. Donc, du moment qu'on ne peut pas le faire, cet objectif-là optimal ne peut pas être fait de par la réalité de la société, le meilleur moyen, c'est de faire de la décompensation par rapport à certains produits que nous considérons ne pas toucher des larges franges de la société, comme le cas pour l'essence et le fioul industriel, continuer à compenser le gasoil parce qu'il touche les transporteurs et il touche également une frange importante de la population, et continuer le travail, comme vous l'avez dit, du contrôle sur la structure des prix, du contrôle sur la chaîne de la subvention. C'est ce qui est fait aujourd'hui par la caisse de compensation. Il y a est-ce qu'on a les moyens? Est-ce qu'on a les moyens de contrôler? Imaginons, je prends un exemple, je prends encore une fois le secteur agricole, le secteur avicole, par exemple, où on a des élevages de poulets qui sont chauffés au gaz butane, qui est subventionné. Le secteur avicole a déjà des subventions de son côté, et alors que le gaz est subventionné justement pour une utilisation domestique. Est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas une vraie différenciation à faire entre le domestique et l'industriel et le professionnel?
Non, mais c'est très difficile à faire parce que sinon on rentre dans des contrôles policiers et on est dans une économie qui est libre, on est dans une ouverture à l'international et une ouverture au niveau de notre économie. Donc il faut continuer, il faut garder la liberté d'entreprendre, il faut garder cette liberté-là et ne pas entrer dans des systèmes qui seront contrôlés, c'est-à-dire chaque jour, etc. Non, il faudrait continuer à travailler en amont et travailler avec des méthodes modernes pour permettre à la Caisse de faire son travail. C'est ce qu'il fait très bien aujourd'hui à travers un système de contrôle interne, à travers un système également de faire appel à de l'expertise pour mieux cerner et mieux suivre les subventions. C'est l'essentiel. Donc, il faut faire son travail en amont, mais il faut également garder cet esprit de liberté d'entreprendre et garder ce climat d'affaires qui est serein, qui est un climat de confiance qui permet d'aller de l'avant vers le bien-être du citoyen. D'accord. Donc, un climat d'affaires qu'il faut aussi améliorer. Hein. On a Salah de Kazan, ensuite je passerai la parole à M. Zar. Bonjour Salah. Oui, bonjour M. Tedlaoui, bonjour les experts, bonjour M. le ministre. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il n'y aura pas une possibilité, parce qu'actuellement, concernant le développement du fret par rail, on a quand même un réseau qui n'est pas mauvais de Tanger à Marrakech, de Casablanca sur Oujda. Aujourd'hui, j'ai jamais vu le train transporter des conteneurs, je vois que des camions. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen stratégique pour justement aider à la décompensation? Merci. Merci beaucoup, Salah. Question intéressante. C'est vrai, la diversification des modes de transport pour le fret, pour le transport de marchandises. César, d'abord, ensuite je passerai la parole à Monsieur le ministre. César. Moi, je rebondis sur ce qu'a dit Monsieur le ministre il y a un moment. C'est que la décompensation doit passer par un dialogue. La réforme de la caisse de compensation. Non, ok, mais juste pour répondre à la question de César par rapport au transport ferroviaire. Est-ce qu'il y a une réflexion par rapport au transport ferroviaire à des modes de transport alternatifs qui aident justement à la baisse de la consommation En fait, le système, le transport ferroviaire, disons, contribue à l'acheminement des marchandises pratiquement. Toute la production ou toutes les exportations, disons, des phosphates se font par le chemin de fer. Le transport ferroviaire n'est pas consommateur pratiquement à hauteur de 5% du gasoil, donc pratiquement toute sa consommation, 95 à 90%, c'est de l'énergie électrique. Donc il est très peu touché par la décompensation, par l'augmentation des tarifs de transport, des tarifs de gasoil. Monsieur le ministre, par rapport au transport ferroviaire, bien sûr, il y a un travail à faire c'est ce qui est en train d'être fait à travers la stratégie nationale de développement de la logistique, parce que c'est vrai que pour la compétitivité de notre économie, il faut travailler également sur le développement de la logistique et sur c'est-à-dire la maîtrise des coûts du transport, c'est-à-dire dans la formation des prix. Maintenant, il y a le chemin de fer participe pour une grande partie au transport, comme l'a rappelé César tout à l'heure, au niveau des produits, notamment les phosphates. Donc il fait un très bon travail au niveau de ces produits-là, qui constituent une part importante des produits transportés. Alors, on a Mohsen sur Facebook qui me permet d'aborder, et qui nous pose une question et qui me permet d'aborder le côté inflation. Parce que c'est vrai que c'est une question qu'on doit se poser d'un point de vue macroéconomique sur le pays. La caisse de compensation, beaucoup disent que la caisse de compensation permettait de manière artificielle de bloquer l'inflation. Je vous demanderai si vous êtes d'accord avec ça. Mais Mohsen sur Facebook nous dit je pense que la mesure de décompensation aura des effets très bénéfiques sur la caisse de compensation, dont une grande part du déficit provient de la facture des combustibles. Mais la question qui se pose, nous dit Mohsin, quelles sont les mesures que l'État prévoit pour contrecarrer l'effet inflationniste qui va ravager les poches des Marocains aux revenus limités, tout en sachant que le Maroc présente une grande diversité de revenus ces dernières années. Alors, l'effet, Monsieur le Ministre, de la décompensation sur l'inflation? C'est une vraie question, parce que cette réforme de la caisse de compensation va directement et impacte directement sur la question de la compétitivité de notre économie. Et c'est très important, parce que lorsqu'on fait la réforme de la compensation, on l'a toujours dit que ça se fait dans le cadre du maintien et de la consolidation de notre cadre macroéconomique. Lorsqu'on parle du cadre macroéconomique, c'est la maîtrise du déficit budgétaire, oui. Parce que qui dit déficit budgétaire important, dit dette publique importante, dit des besoins de financement importants
et dit que ça va se traduire par l'augmentation des taux d'intérêt et par l'inflation. Donc, l'inflation ne vient pas de la levée et de la décompensation. Bien au contraire, l'inflation vient du fait que lorsque nous ne maîtrisons pas la compensation, c'est des sommes importantes qui se retrouveront au niveau de la dette, au niveau des taux d'intérêt et donc au niveau de l'inflation. Et donc, notre pays a toujours fait de la maîtrise de l'inflation l'objet et l'essence même de notre politique monétaire. Et ça a été fait à travers la consolidation de notre cadre macroéconomique, la maîtrise de notre déficit budgétaire. Et c'est pour cela que le gouvernement fait du maintien de cette consolidation et de ce cadre macroéconomique et de la maîtrise de nos déficits publics et de la déficit de notre compte courant de la balance de paiement une des grandes priorités pour le maintien de l'attractivité de notre pays. Et donc, lorsque nous faisons la réforme de la compensation, lorsqu'on fait de la décompensation et lorsqu'on fait de la maîtrise des charges de la compensation, on combat l'inflation. Et c'est là, on combat l'inflation, on donne de la visibilité aux opérateurs économiques parce que les opérateurs économiques nationaux et internationaux, les deux indicateurs les plus prisés et les deux recherchés, c'est le déficit budgétaire et le déficit du compte courant. Et donc, on ne peut pas se permettre des déficits à des niveaux de ce qu'on a connu l'année dernière, c'est-à-dire un niveau de déficit qui dépasse 7, qui était à 7,3%. Parce que qui dit déficit budgétaire, ça se traduit automatiquement au niveau de la dette, ça se traduit automatiquement au niveau du prêt de l'argent et ça se traduit automatiquement au niveau de l'inflation. Et donc, c'est pour cela que nous avons fait du combat contre le déficit budgétaire et de l'assainissement des finances publiques un combat structurel et un combat très important, encore une fois, pour garder la compétitivité de notre économie et pour garder l'attractivité de notre pays. Et nous avons commencé à réussir. Alors, en gros, juste pour faire comprendre aux éditeurs, parce que là, on a un vrai cours d'économie, c'est-à-dire que vous nous dites que la dette génère plus d'inflation, le déficit budgétaire génère plus d'inflation que l'augmentation des prix des denrées, de matières premières et des produits pétroliers. Exactement, parce que sur la denrée des matières premières, et encore une fois, nous avons à la fois, on travaille sur une politique de la maîtrise de la demande de l'État et donc de la maîtrise de la charge de la compensation. Et donc ça se traduit par moins de dettes et par une détente sur les taux d'intérêt et donc par moins d'inflation. Ça, c'est une part importante. Mais nous travaillons également, et l'État et les différents gouvernements, il faut rendre hommage à tous les gouvernements sur cette question-là, on travaille également sur une politique de l'offre. Par exemple, le plan Maroc vert a permis au Maroc de disposer de denrées alimentaires à des prix qui sont abordables par les citoyens. Donc on travaille sur les deux volets économiques. Le volet de la demande et donc la maîtrise de la demande de l'État et donc la maîtrise de la dette publique et la maîtrise et la détente au niveau du marché monétaire et donc de l'inflation, mais nous travaillons également sur une politique de l'offre au niveau notamment du secteur agricole et d'autres secteurs. C'est très important parce que souvent on fait le lien entre la décompensation et l'inflation alors qu'il faut faire attention à ce niveau-là parce que nous avons connu l'année dernière un déficit budgétaire qui était à 7,3% du PIB. Grâce à Dieu et aux mesures qui ont été faites au niveau de l'année 2013 sur la maîtrise des dépenses, mais sur également la mobilisation des recettes, nous avons réussi à maîtriser le déficit budgétaire au niveau qui a été voté par la loi de finances. Donc aujourd'hui, à la fin de l'année 2013, on est à un niveau de 5,4% du PIB. Et donc nous avons fait un effort en une année, un effort exceptionnel. Nous avons gagné 2 points de PIB. C'est très important. C'est très important pour le moral des entreprises. C'est très important pour l'attractivité de notre économie et c'est très important pour la compétitivité de notre économie. Ouais, mais et c'est très important également pour le pouvoir d'achat des citoyens. Alors justement, le moral des citoyens et le pouvoir d'achat des citoyens, j'ai l'impression que les gens confondent inflation et pouvoir d'achat. Mais le pouvoir d'achat, les gens ont l'impression que ça va baisser. Si ça, vous voulez réagir par rapport à ça. Surtout sur le pouvoir d'achat, je dirais tout simplement que le secteur du transport agit en amont, en aval de toute activité, dans toute production. Oui, parce que ça amène toutes les marchandises, les légumes, tous les biens et marchandises qui sont acheminés vers les citoyens. Disons, les augmentations qui sont opérées sur le gasoil, si jamais ils sont répercutés sur le tarif de transport, il va impacter inéluctablement l'ensemble des produits et les produits sensibles en premier lieu.
Donc ça, c'est une vérité et qu'il faudrait. Donc, tout à l'heure, Monsieur le ministre a dit qu'il faudrait, pour mener à bien ce chantier, il faut qu'il y ait du dialogue et de l'accompagnement. Nous sommes d'accord. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de dialogue à l'amont. Le système est enclenché. Est-ce qu'il y aura un dialogue? Est-ce qu'il y aura une concertation, notamment avec un secteur stratégique? Nous avons dit que nous avons, disons, mis en place une stratégie de compétitivité logistique qui va être ternie et, disons, remise en cause avec toutes ces augmentations du gasoil si on ne prend pas de mesures. Nous avons fait des propositions, dont celles qui sont inscrites dans le PV du 18 septembre et pour lesquelles, monsieur le ministre, pour lequel nous sommes reconnaissants d'avoir également travaillé pour, disons, l'intégration de certaines propositions, notamment concernant le secteur du transport routier voyageurs, dans la loi de finances 2014. Est-ce qu'il y aura une concertation? Nous avons des propositions, je dis. Une piste, par exemple, le transport pour compte d'autrui actuellement, pour compte propre actuellement. Moi, je dis, celui qui veut un véhicule pour son propre activité, il n'a pas à récupérer la TVA sur le gasoil, au même titre que le transport public. Alors, monsieur le ministre, répondez à César, ça fait 5 fois qu'il vous pose la question. Est-ce qu'il y aura une concertation avec le secteur des transports? Elle le sait très bien, pour une autorité publique, on ne peut pas dire qu'on est contre le dialogue, parce que c'est le dialogue, et seul le dialogue permettra d'évoluer, et César vient de le rappeler, que le dialogue a commencé, il doit continuer, et nous avons déjà commencé à mettre en œuvre les mesures qui ont été mutuellement convenues. Rien que par rapport aux mesures qui ont été introduites au niveau de la loi de finances, ça chiffre, je ne me rappelle plus du chiffre exact, mais c'est des centaines de millions de dirhams par rapport aux primes à la casse et aux primes au renouvellement, et ça se traduit là, c'est une action publique qui va se traduire par des économies et par de l'efficacité pour ces transporteurs-là, que ce soit de marchandises ou transporteurs de personnes. Et donc, bien sûr qu'il faut continuer le dialogue, et bien sûr qu'il faut travailler sur c'est-à-dire des actions concrètes pour faire en sorte que la réforme, encore une fois, c'est une grande réforme. Ce n'est pas des mesurettes, c'est une grande réforme. Alors, de notre économie, et c'est une grande réforme qui nous pousse ensemble à aller vers plus d'efficacité et d'efficience. Ne pas rester dans des situations de protection déguisées et des situations qui sont précaires. Ces situations-là de soutien et de protection déguisée, ce sont des situations qui ne poussent pas vers l'excellence, qui ne poussent pas vers l'efficacité, qui ne poussent pas vers l'efficience. Il faut chercher des situations d'excellence, travailler, et nous avons des professionnels qui sont des vrais professionnels. On ne parle pas, le mot professionnel, il est utilisé à bon escient, ce sont des professionnels qui se développent. Nous avons un secteur de la logistique, on avait une entreprise nationale qui s'est transformée en entreprise qui travaille maintenant dans la concurrence avec les opérateurs privés. Justement, monsieur le ministre, excusez-moi de vous interrompre, parce que c'est bientôt le Flash Info, et je vais juste introduire la question justement par rapport à la logistique et le transport, et pour vous demander, vous me répondrez après le Flash Info à cette question, si vous le voulez bien, sur est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que cette décompensation on est quand même un pays qui a une réelle stratégie à l'export, qui encourage les exportations avec un ensemble de mesures. Est-ce que cette décompensation, d'après vous, aura un impact sur la compétitivité de nos exportations? Est-ce que c'est quelque chose qui sera sensible et qui pourra être ressenti? Vous me répondrez, monsieur le ministre, après le Flash Info de 11h30. Vous nous appelez 05 22 95 36 70 ou 80. Vous réagissez sur la page Facebook des experts. Beaucoup de réactions sur Facebook, je vous les lirai tout à l'heure. Le Flash Info de 11h30 avec Karim Dronet. On revient juste après, on parle de la caisse de compensation. Les experts atlantiques avec Faisal Tadlaoui. Dernière partie des experts aujourd'hui, vendredi jusqu'à midi. On vous décrypte, on vous fait comprendre, on essaie du moins de vous faire comprendre la décompensation, la caisse de compensation, à quoi sert-elle et quel impact va avoir la décompensation de certains produits sur votre pouvoir d'achat, sur l'économie nationale, sur la compétitivité de nos entreprises. Vous nous appelez 05 22 95 36 70 ou 80. Vous réagissez sur la page Facebook des experts. Avec nous aujourd'hui, Driss El-Azami Drissi, ministre chargé du budget délégué auprès du ministère de l'économie et des finances, qui est avec nous en duplex du studio de Rabat. Et sur le plateau avec moi, monsieur Hamid Zahar, conseiller au sein de la Fédération des transports au sein de la CGEM. Avant le Flash Info, monsieur le ministre, je vous ai posé une question sur ce que vous pensiez. Est-ce que vous pensiez que l'impact de la décompensation sur
nos exportations va être important. De quelle manière? On sait que le HCP a prévu que la contribution des exportations au PIB pour l'année 2014 devrait atteindre 2,8 points. Est-ce que vous pensez que cette décompensation va rendre ça difficile? Alors déjà sur l'année 2013, nous avons commencé à avoir les premiers résultats et donc on constate déjà que nos exportations, de manière générale, ils ont reculé de 1 point, 2 fois moins que le recul de nos importations, encore une fois dans un contexte international et notamment européen très, très difficile. Donc sur cette question-là, la première partie, il faut d'abord réfléchir et raisonner par rapport à la question de la demande qui nous est adressée, parce que nous dépendons d'un client. Ça, c'est le premier niveau. Bien sûr, le deuxième niveau, par rapport à cette demande étrangère qui nous est adressée, ça dépend également de notre compétitivité et de la capacité de notre secteur économique, productif, à répondre à cette demande étrangère. Et nous avons commencé à avoir des résultats très importants sur des secteurs et non des moindres, c'est-à-dire des secteurs qui sont, pour nous, en tout cas pour nous, nouveaux. Par exemple, sur l'automobile. Sur l'automobile, qui est le deuxième exportateur marocain cette année. Hein. Et cette année-là, on va terminer avec une évolution de plus 23%. De plus 23%. Sur l'électronique, on va terminer avec une évolution de à peu près 12%. Sur l'aéronautique, de 14,7% et sur l'industrie pharmaceutique de 14,9%. Donc, pour dire tout simplement que dans la compétitivité, bien sûr, il y a les coûts de production, et il y a une part de l'énergie et de la disponibilité de l'énergie et du prix de l'énergie, mais il y a également d'autres facteurs sur lesquels les autorités publiques travaillent en concertation avec la CGM et avec les opérateurs privés et sur lesquels nous évoluons. Donc, dans le cadre de la politique de la promotion de l'exportation, parce que c'est une politique également prioritaire, comme la consolidation du cadre macroéconomique, parce que nous avons, au niveau de ce créneau-là et de notre position étrangère, il y a des efforts à faire par rapport au déséquilibre de notre compte courant de la balance des paiements. Et donc, sur l'exportation, il y a tout un programme d'accompagnement des entreprises, que ce soit par rapport à la commercialisation à l'international, mais également en amont. Il y a des contrats de croissance qui ont été signés, il y a un travail d'accompagnement des entreprises et il y a des enveloppes budgétaires qui sont prévues pour ça, des enveloppes qui sont très importantes. Pour aider les secteurs qui ont été en recul cette année, exactement, pour aider notamment le textile, la métallurgie, mécanique, etc., qui ont été en net recul. Il n'y a pas des politiques sectorielles, il n'y a pas des politiques, c'est-à-dire qui vont vers un secteur donné, mais c'est des politiques qui encouragent les exportations de manière générale. Sur le textile, le recul qui a été constaté, on est à un chiffre de 3% sur toute l'année. C'est à l'honneur de ce secteur-là par rapport à la demande étrangère qui est terne et notamment européenne. Le fait de n'avoir reculé que de 3% dans une conjoncture économique difficile, ça veut dire que nous avons un secteur compétitif, bien sûr, avec lequel il y a un travail pour faire évoluer son offre et pour évoluer la compétitivité de son offre. Monsieur le ministre Cizal, vous voulez réagir rapidement par rapport à ça? Pour cette question d'échange et de compétitivité de nos exportations, notamment... La logistique et le transport jouent un rôle important. Voilà, c'est une part dans la structure du coût d'exportation importante. Je dirais simplement qu'il faudrait améliorer nos flottes nationales, que ce soit maritime ou routière, notamment dans le cadre du transport international routier. Actuellement, pratiquement, la flotte maritime n'existe plus pratiquement. C'est pas cool. Hein. Voilà. Et monsieur le ministre de l'Équipement et Transport de la Logistique ne cesse de crier qu'il y a pratiquement une sortie de devises de 22 milliards de dirhams chaque année dans les échanges import-export qui sont faits par des entreprises et par des flottes maritimes étrangères. Donc c'est quelque chose sur lequel... Voilà. Il y a le transport international routier également, dans lequel nous ne faisons sur notre sol que 20% de l'attraction de bout en bout. Alors, attendez, excusez-moi, qu'est-ce que ça veut dire? L'attraction 20% de l'attraction de bout en bout. C'est-à-dire que ce soit à l'import ou à l'export, notre flotte nationale ne participe qu'à hauteur de 20% des échanges avec les pays étrangers. Toute la partie, 80% est faite par les étrangers. Vous voyez également qu'est-ce qu'on peut... Et qui consomme notre carburant. Et qui consomme notre carburant, bien sûr. Ouais. Et pire que ça, ils font du 50% à l'intérieur du pays, c'est-à-dire dans le cadre du remorquage.
ce que nous n'arrivons pas à faire, on n'a même pas 1% à l'extérieur. Alors justement, monsieur le ministre, oui, par rapport à ça, et j'avais évoqué ça dans la première heure, les transporteurs internationaux qui se rendent sur notre sol consomment notre carburant. Est-ce que ça, c'est pas est-ce que ces transporteurs internationaux qui doivent payer le carburant quasiment 2 fois plus cher si on fait la conversion en euros ailleurs en Europe, est-ce que eux ne profitent pas de ces subventions qui sont normalement adressées à nous Marocains, à nos entreprises marocaines? C'est une raison de plus pour continuer le travail de la réforme de la compensation. Oui, non, mais parce que c'est vrai. Le développement du secteur de transport. Parce que c'est vrai, ce que vous dites est vrai. Nous l'avons constaté sur les frontières. César connaît très bien cette question-là, les doubles citernes, c'est-à-dire des camions à double citerne. Et on a eu une réflexion. Ne me dites pas qu'il y en a qui font des réserves, César. Il y en a qui font des réserves chez nous? Mais bien sûr. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le prix est la meilleure manière d'arbitrer. Si vous avez des prix qui sont loin des prix du marché, bien sûr que vous aurez c'est un comportement économique humain. C'est un comportement humain. Et vous ne pouvez pas leur dire, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas changer la nature humaine. Mais il y a un travail qui est fait pour voir quelle est la meilleure manière de contrôler au niveau des frontières. Mais je crois qu'avec ce travail-là de la réforme de la compensation, l'impact sera moins. Nous avons même une enquête en interne pour voir, on allait même discuter de la réglementation d'avoir une seule citerne. Il se trouve que les nouveaux camions, lorsque nous avons discuté de ça, il se trouve que les nouveaux camions à l'international, ce sont des camions qui sont équipés par 2 citernes de manière légale. C'est-à-dire que la deuxième citerne n'est pas là pour capter la subvention, mais c'est une citerne qui est là pour faire du transport et donc pour c'est-à-dire pour l'essence même de la destination du camion. Ce n'est pas une citerne qui est faite pour capter le transport, donc on ne peut rien faire par rapport à cette double citerne. D'un point de vue juridique. D'un point de vue juridique. Mais il y a un travail pour aller. D'accord. Alors, monsieur le ministre, 11h45, parce que nous aussi, il faut bien qu'on gagne de l'argent à la radio, et 11h45, c'est la pub, on revient juste après. Les experts atlantiques, appelez-nous au 05 22 95 36 70. Les carnets de l'export, votre nouveau rendez-vous dédié à l'export tous les jours du lundi au vendredi à 8h15, 12h45 et 18h45 sur Atlantique. Découvrez les carnets de l'export, votre nouveau rendez-vous sur Atlantique avec Maroc Export. Les experts atlantiques avec Faisal Tadlaoui. César, rapidement sur ce point, vous vouliez réagir? Je voulais dire, contrôle, c'est vrai, comme l'a dit M. le ministre, mais également agir sur le développement de nos flottes nationales. Exact. Voilà. Exact. Vous avez parfaitement raison, et notamment sur le côté maritime, il y a un travail qui vient d'être fait. On avait dans Monsieur le ministre également, le transport international. Bien sûr. Non, je suis d'accord avec vous. Je voulais juste... Il y a une gravité. Voilà, vous connaissez très bien le secteur. On avait une flotte qui était respectable, qui faisait bien sûr la promotion de nos exportations, mais qui faisait également et fournir, c'est-à-dire nous transporter nos importations. Cette flotte-là a disparu totalement. Il y a un travail pour redresser ce secteur qui est capital et stratégique pour notre pays, bien sûr avec le transport international routier. Alors, monsieur le ministre, j'ai une question technique de la part d'un auditeur, c'est très bien parce que c'est aussi quelque chose qu'on a envie de savoir. La structure du prix du carburant. Voilà, on sait que... comment, si vous pouviez nous donner la structure du prix en termes de la part du Brent, la part du raffinage, des taxes, etc. Alors, comment on arrive à un prix global? C'est un tableau qui est technique, compliqué bien sûr, qui a en amont le prix à l'international, vient par la suite le prix du transport, c'est-à-dire jusqu'à la frontière. Donc le transport du Brent, exactement. Du brut. Vient par la suite la part du raffinage. Et bien sûr, chaque fois, il y a la marge du concerné, c'est que ce soit pour la partie transport ou par la partie raffinage. Et vient par la suite, bien sûr, il y a les taxes, il faut le dire également, la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe intérieure à la consommation, la TIC, et la part du transport, c'est-à-dire le coût du transport de la marchandise. Et in fine, nous avons le prix à la pompe. Les deux, encore une fois, pour l'essence et pour le fioul industriel, on aura un prix
qui sera libre et donc qui dépendra de la valeur du marché à partir du 1er février. Pour les autres, on aura toujours un prix qui est réglementaire, qui est fixé par la réglementation, que ce soit pour le gasoil ou que ce soit pour le fioul qui est destiné à l'ONE. Et ça également, c'est très important de le rappeler parce que le prix, le fioul, il y a un fioul spécial qui est bénéficié à l'Office national d'électricité, de l'eau et d'électricité pour produire de l'électricité et ça participe également de la compétitivité des entreprises et ça participe également du pouvoir d'achat du citoyen. Et ce prix-là, ce fioul-là, il est compensé à hauteur de presque 9 milliards de dirhams par année. Par qui rentre dans l'escarcelle de l'ONE. Exactement, qui va à l'ONE pour qu'ils produisent l'électricité. Donc voilà comment se fait la structure du prix. Qui avait du mal à payer ses prestataires. Exactement. 11h49. On a Mohamed Dagadir. Bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est Mohamed. Bonjour, Mohamed. Voilà, j'ai une petite. Donc, pour Monsieur le ministre, donc, d'accord pour une décompensation réfléchie, étudiée et raisonnable et qui tient compte des réalités socio-économiques du pays. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que le gouvernement sera courageux, par exemple, de reprendre les 30 dernières années au niveau de la caisse de compensation et revoir un peu tout l'argent qui est distribué aux grandes entreprises qui ont bénéficié de cette manne, et je pense plus particulièrement au secteur de l'huile, des corps gras, du sucre et du lait. Et là, les entreprises sont bien connues, à leur tête c'est l'ONA, et puis aux autres entreprises qui utilisaient donc le sucre, comme les conserveurs qui fabriquent de la confiture ou des boissons gazeuses. Et là, je sais très bien qu'à l'époque, ces entreprises présentaient uniquement leurs factures, et ils perçoivent la différence. Et Dieu seul sait que ces factures, ils étaient erronées, les factures qui déterminent donc leur coût de revient, et je sais pertinemment que ces coûts de revient présentés à l'époque par ces entreprises étaient vraiment erronés et qui dépassent les réalités. D'accord, merci beaucoup aussi Mohamed. Bon, alors, monsieur le ministre, là vous avez une question qui a été posée, je pense aussi par beaucoup de membres, aussi bien du gouvernement que de votre parti, par rapport à ce genre de choses. Les monopoles qui ont utilisé ces mannes de subventions. Bon là, si Mohamed nous parle de rétroactivité, est-ce qu'il faut faire payer ce qui s'est passé avant ? Vous savez très bien qu'il y a un principe constitutionnel de la non-rétroactivité de la loi. L'essentiel, encore une fois, dans cette logique et dans ce processus de réforme au niveau de notre pays, c'est d'avoir le cap vers le futur. C'est d'avancer ensemble vers le futur. C'est de travailler dans le dialogue pour le futur. C'est de faire des réformes pour le futur. Et Dieu sait que nous avançons. Et Dieu sait que le Maroc avance à travers cette manière-là de concertation, d'un travail de concertation, d'un travail de dialogue, dans la sérénité et dans l'apaisement et dans la confiance. C'est l'essentiel. Ça, c'est très important pour le moral de tout un citoyen, qu'il soit citoyen normal, qu'il soit fonctionnaire, qu'il soit entrepreneur, qu'il soit un expert, qu'il soit quelqu'un qui travaille des médias. C'est très important. C'est de travailler ensemble avec un cap fixé sur le futur, parce que lorsqu'on parle du passé, il y avait des choses qui ont été données par la loi et ces choses-là ont bénéficié de par la loi, qui ont été utilisés à bon ou à mauvais escient, mais c'est la loi qui le permettait. Les prix étaient réglementés. Mais vous vous rendez compte, monsieur le ministre, parce que ça a une valeur symbolique, tout ça, vous comprenez bien pourquoi. Tout ça, il y a du symbole, il y a du pragmatisme économique, et puis il y a beaucoup de symboles dans tout ça. Est-ce que nous avons, un cap d'un programme gouvernemental qui va vers 2016 ? Nous travaillons sur 2014, 2015, 2016. Est-ce que vous croyez que c'est raisonnable et que c'est politiquement efficace, c'est économiquement efficace, c'est socialement efficace d'oublier le programme gouvernemental et d'oublier les années de futur et de travailler sur 30 années, sur quelques dossiers que ce soit? Donc c'est très important encore une fois. Je le dis et je le répète, il faut encore, et c'est le travail de tout un chacun, c'est la conscience de tout un chacun, d'avoir le futur en face. Bien sûr, il faut regarder de temps en temps sur le rétroviseur, mais il ne faut pas rester sur le rétroviseur, sinon vous perdez l'autoroute. Donc il faudrait garder le cap sur le futur, dans la sérénité, dans l'apaisement, dans la confiance, dans la mobilisation de tout le monde, et main dans la main, travailler sur ces grandes réformes. Lorsqu'on parle de la réforme de la compensation, lorsqu'on parle de la réforme de la retraite, lorsqu'on parle de la réforme de la justice,
Lorsqu'on parle de la bonne gouvernance, ce sont des grands dossiers qui doivent mobiliser et ils sont mobilisateurs pour le bien-être du citoyen et pour continuer à brandir très haut cette exception marocaine qui est aujourd'hui louée au niveau international. Nous sommes fiers au niveau national, mais qui est louée au niveau international. Et là où nous déplaçons, tout le monde salue ce courage politique de Sa Majesté le Roi, salue le courage politique du gouvernement, salue la mobilisation de tout un pays autour d'un programme de réforme. C'est très important, et c'est très important, encore une fois, de regarder vers l'avant et d'aller vers l'avant. C'est très important, c'est un discours politique de Monsieur le Ministre en cette fin d'émission, juste pour répondre à ça. Alors, César, très rapidement. Oui, très rapidement, moi, à la fin de l'émission, je mets l'accent sur l'impact négatif, disons, de toutes ces augmentations, sur la compétitivité logistique, sur la compétitivité. Alors, on a bien compris votre position. Voilà, c'est une décision très difficile à supporter par l'entreprise si elle n'est pas accompagnée de mesures adéquates et concrètes. Nous avons des propositions, ces propositions, maintenant, nous sommes prêts à les présenter et à les défendre. Alors, Monsieur le ministre a parlé de travail ensemble. Nous sommes prêts à travailler ensemble, Monsieur le ministre. Une concertation doit être, je pense, si vous êtes d'accord, disons, doit être initiée le plus rapidement possible. Et on peut, bien sûr, parvenir à des solutions pour l'économie nationale, pour le Maroc et pour l'ensemble de l'entreprise marocaine. Vous avez tous choisi le timing de fin de l'émission pour faire de grandes envolées lyriques. Très bien. Alors, je vais quand même revenir un peu. En tout cas, un grand merci pour cette émission. Mais je vous en prie, c'est pas encore fini. Il nous reste 3 minutes, Monsieur le Ministre. 3 minutes. Alors, on a Kamel sur Facebook qui nous parle de la classe moyenne. Alors ça, c'est vrai que moi aussi, ça me tient à cœur parce que c'est cette fameuse classe moyenne qu'on arrive finalement, on en a parlé, ça aussi, et puis on n'arrive pas à la définir, et puis je pense que c'est beaucoup plus subtil que ça de dire qu'il y a des pauvres, des riches et une classe moyenne. Je pense que la société marocaine est beaucoup plus subtile que ça. Mais on a Kamel qui nous dit « Moi, je parle de Kamel, m'estimant faire partie de la classe moyenne, je salue toutes ces mesures qui ont pour objectif de rationaliser la dépense publique, en particulier les fonds de la caisse de compensation, car c'est l'argent de tous les Marocains, nous dit Kamel. Cela étant, il voudrait vous poser une question concernant les mesures de soutien à cette classe moyenne dans les futures lois de finances. Il dit que la loi de finances 2014 n'apporte finalement pas grand-chose. Alors je sais que c'est dur de traiter ça en 3 minutes, Monsieur le Ministre, mais en gros, cette classe moyenne, est-ce que vous l'identifiez? Est-ce que cette subtilité de la population marocaine, vous l'avez prise en considération? Et que cette force vive du pays qui finalement ne sont ni des rentiers, ni des héritiers, ni qui sont des gens qui travaillent, qui gagnent leur vie et qui voient en toutes ces mesures un handicap, une baisse de leur pouvoir d'achat. Qu'est-ce que vous leur dites? Alors bien sûr, tous les citoyens bénéficient d'un certain nombre de services publics et de la mobilisation qui est faite pour rendre en sorte ces services publics davantage disponibles. Mais il y a également, nous avons commencé au niveau des lois de finances d'introduire cette définition des classes moyennes. Et nous l'avons fait par rapport à un produit au niveau des sakan, d'habitat, un nouveau produit qui est destiné à cette classe moyenne et qui bénéficiait de certains avantages, notamment au niveau de l'exonération en termes d'enregistrement, et également de l'exonération au niveau de la conservation foncière. C'est un produit qui est bien défini en termes de surface, qui est bien défini en termes c'est-à-dire au niveau technique, et qui bénéficie à cette classe moyenne. Bien sûr, encore une fois, au niveau du pouvoir d'achat, tout ce qui est fait, et je reviens à cette politique macroéconomique, tout ce qui est fait pour contenir l'inflation, ça bénéficie à tous les citoyens, mais ça bénéficie à certaines tranches dont la consommation, elle est au-dessus de la normale, et au-dessus de tout ce qui est fait au niveau de tout le pays. Donc, voilà, grosso modo, par rapport à cette question. Très bien. Merci, Monsieur le Ministre. C'était Les Experts. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Monsieur Zar. Merci, Delissi Azami Delissi. Je rappelle que vous êtes ministre chargé du budget, délégué auprès du ministère de l'Économie et des Finances. Vous étiez en duplex de Rabat. Si vous pouviez dire à vos collègues du gouvernement de venir faire le même exercice que vous, dans la même transparence et avec la même disponibilité, je vous en serai très reconnaissant. Et ils seront très, très ravis de le faire. Et je vous remercie. C'est un plaisir, Monsieur
également. César, merci beaucoup. Et merci à vous. Faisal. Bravo pour cette émission qui permet d'échanger avec les citoyens et qui permet d'échanger notamment sur des sujets très importants comme celui d'aujourd'hui. Merci beaucoup, en tout cas, de vous être prêté à l'exercice. Moi, je vous souhaite un excellent week-end. On avait oublié de dire que le couscous aussi, c'est subventionné. Et le vendredi, c'est couscous à midi. On va y aller. Je vous souhaite un excellent appétit, un excellent week-end. À lundi, spécial droit du travail dans les experts.